Bonjour, bonsoir à tous les catcheurs et les catchix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le top 10 des catcheurs de l'année 2023. Année dont, comme vous aurez pu le remarquer, je ne l'ai pas trouvé spécialement ouf, globalement, c'était pas spécialement intéressant, mais cette année a quand même permis l'émergence de plus en plus de gros babyface à la WWE et surtout dans la division masculine. Et ça, on va le voir dans cette vidéo. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Numéro 10. Damien Priest. Son début d'année était caractérisé par le fait qu'il soit plus le quatrième mec du Judgment Day et qui n'était pas particulièrement intéressant. Mais juste après la route de WrestleMania, il a commencé à avoir une rivalité avec Bad Bunny, menant à un super match lors de Backlash, vraiment le meilleur match du show. Et par la suite, ça a continué à décoller de son côté, en commençant par le fait de remporter le Money in the Bank et être dans les principales intrigues autour du Judgment Day, à travers les différentes usines de dissension. Tout d'abord avec Finn Balor qui essayait tant bien que mal de remporter le Pimps mondial, mais bon, comme il est nul, il a échoué. Et ensuite en essayant de cash-in, mais soit il était empêché, soit il ratait le cash-in pour X ou Y raison. Et rien que même cette fin d'année avec les délires autour de R-Truth qui est plutôt drôle. Il y a même Priest, c'est clairement le daron du Judgment Day par rapport à Rhea Ripley qui est la daronne. Et il a également remporté le titre par équipe avec Finn Balor, donc il a un bon CV de rajouter. Du coup, à voir en 2024 comment va se passer le succès de son cash-in. Et une fois le Judgment Day séparé, il aura un aussi bon succès en solo. Numéro 9. LA Knight. Ça me l'est tort de le mettre dans cette liste, mais bon, comme je suis un analyste objectif, il faut bien le mettre. Du coup, LA Knight, après avoir très mal débuté l'année, à travers un match désastreux contre Bray Wyatt, et en ne faisant pas grand chose d'intéressant, ben, petit à petit, il a commencé à évoluer tout au fil de l'année. D'abord, il a commencé à être bien over lors de la bataille royale d'André le Géant. Ensuite, le public était de plus en plus avec lui lors du match Money in the Bank pour qu'il remporte la mallette, avant que ça n'explose lors de SummerSlam lorsqu'il remporte la Slim Jim bataille royale pour la viande séchée là, voyez-vous. Et LA Knight est donc devenu le favori de la foule avec le temps, rien qu'en utilisant principalement ses catchphrases qui marchent bien auprès du public. Il est devenu l'un des meilleurs éléments de SmackDown, a eu une rivalité contre le Miz qui l'a bien allumé dans les promos, l'obligeant ainsi à se bouger le cul et proposer autre chose que des catchphrases. Et il a eu la validation des gros stars établis également en ayant des programmes avec eux tels que John Cena et également la Bloodline où il a eu une opportunité pour le titre de Roman Reigns à Crown Jewel. Du coup, je ne doute pas que son ascension va continuer et qu'il va être un élément bien solide dans la mid-card et pourquoi pas remporter un titre solo en 2024. Et je pense principalement au titre des États-Unis. Numéro 8. Jimmy Uso. Je vais épargner les événements de la Road to WrestleMania parce que je les ai déjà mentionnés dans mon top des équipes factions de l'année, et d'ailleurs il joue un rôle secondaire, donc ça vaut pas la peine. Je vais plutôt parler de l'après. Une fois que WrestleMania est passé, Jimmy Uso a été l'élément principal lors de la Bloodline. Lorsqu'il a commencé à lancer la révolte contre Roman Reigns, c'est avant que Jay décide de partir, c'est lui qui a lancé les premières pierres, qui a commencé à se rebeller et à ne plus vouloir suivre les ordres de Roman Reigns. C'est même lui qui a lancé le kick qui préparait la séparation entre Reigns et les Usos, au point d'avoir le cinéma, vous connaissez, la Tribal Court, donc que j'évoquerai plus tard. Mais il a commencé à prendre une autre direction lorsqu'il a trahi Jay, l'empêchant ainsi de prendre le titre WWE universel de Roman Reigns. Et à SmackDown, oui, c'est clairement expliqué que c'était par crainte que Jay ne devienne aussi mégalo que Reigns. Finalement rongé par le fait d'avoir trahi son frère, menant ainsi au départ de ce dernier à SmackDown, Jimmy est totalement parti en couille et il a commencé à vouloir revenir
vers la Bloodline en commençant par pour essayer de trouver une espèce de remplaçant à Jay, à savoir Solo Sikoa, pour finalement se résigner à se remettre dans la Bloodline avec Reigns. Et clairement le mec c'est devenu le mec divertissant du groupe, c'est le rigolo de la bande, et ça permet de maintenir un minimum l'intérêt pour la Bloodline un peu en vie. En tout cas, on sait déjà que le chemin est tout tracé pour lui dans la route to WrestleMania et qu'il affrontera son frère justement dans le pay-per-view des Immortels. Numéro 7. Seth Rollins. Avec un début d'année assez timide en programme, même s'il propose de bons matchs malgré tout, et une petite rivalité contre Logan Paul où il en ressort victorieux à WrestleMania, le visionnaire remporte le tournoi pour désigner le premier champion World Heavyweight, titre qui a disparu depuis 2013, et le possède pendant tout le reste de l'année. Bon, malgré qu'il défende régulièrement le PIMS mondial lors des premières semaines, il n'est pas un champion particulièrement intéressant, et on crame très bien que c'est juste un lot de consolation parce que Reigns est champion et qu'il ne compte pas bouger dans son statut de champion numéro 1. Il figure en tant qu'arrière-pensée lors de sa rivalité contre le Judgment Day et en particulier Finn Balor, mais le règne a commencé à être intéressant au moment où il entre en rivalité avec Shinsuke Nakamura, mentionnant son dos complètement pété. Et donc là on sent que c'est lui le champion, il réussit à remporter ses matchs malgré le fait qu'on doute à chaque fois de ses défaites, dans des performances plutôt bonnes malgré ses pépins physiques. En tout cas, Rollins il reste toujours constant, il est toujours over, et il va commencer un nouveau programme contre CM Punk qui promet d'être géant. Numéro 6. Roman Reigns. Non, je ne vais pas mettre le jingle d'introduction, non, c'est bon, c'est fini, j'arrête de lever le doigt, c'est bon là, ça me fatigue. Mais bon, la majorité de l'année était quand même bien. Par rapport à la road to WrestleMania, tout ce qui s'est passé avec Sami Zayn, la rivalité contre Cody Rhodes, et surtout la clim qu'on s'est tapé au main event de WrestleMania 39, je pense que personne n'était prêt pour atteindre la stat des 1000 jours, rien que ça, bravo à lui quand même. Roman Reigns a continué à avoir de super programmes, donc avec les Usos, la dissension de la Bloodline, le cinéma, jusqu'au match contre Jey Uso à SummerSlam. Et juste après, ça a commencé à retomber. Mais globalement, son règne, on voit que c'est clairement sur la fin. Mais ça reste quand même bien, globalement. Il faut juste qu'il se montre plus souvent, c'est ça le seul problème. Sinon, il n'y a clairement pas besoin qu'il défende à chaque pay-per-view. À un moment, il a battu tout le monde. Il ne va pas non plus affronter n'importe qui. Et il a en plus fait de bons matchs pendant toute cette année, des riches en storytelling et même dans l'action c'était bien. En dehors de ces deux dernières défenses, parce qu'à un moment faut pas déconner. En tout cas, Reigns à chaque apparition à SmackDown, on sent que c'est un événement, c'est quelque chose de spécial. Donc ça permet de maintenir son aura en vie quand même. Même si bon, le mec il a de plus en plus de rides sur le visage, il a la barbe blanche, il a l'air fatigué, bref. Il n'a plus ce même jus qu'avant. En tout cas, la road to WrestleMania de l'année prochaine, ça risque d'être le dernier délai pour lequel tirer sur la corde. Parce que là, il serait temps qu'il lâche le titre, au risque qu'on retienne son règne en tant qu'un truc chiant qui a duré beaucoup trop longtemps. Il est temps de faire une transition dans cette vidéo avec les mentions honorables, en commençant par Carmelo Hayes qui a eu un début d'année plutôt sympa et qui a remporté le titre de NXT, malgré qu'il soit éclipsé par un Trick Williams dont le talent commence à émerger cette année. Et ils ont d'ailleurs eu une certaine intrigue en cette fin d'année par rapport à l'agression de Trick. Ensuite, Rey Mysterio qui a montré qu'il reste une valeur sûre cette année dans la mid-card, en portant le titre des États-Unis et avec tout ce qui implique la LWO. Gunther, der Ring General, qui détient le plus long règne de l'histoire du championnat intercontinental. Mais bon, vas-y, flemme quoi, et ça devient chiant depuis WrestleMania, toujours la même chose, il n'a pas sa place dans le top 10. Bref, suivant. Chad Gable qui continue à faire de belles performances en solo, dont une contre Gunther justement. Ilya Dragunov,
qui a eu une année tout à fait remarquable aussi, avec plusieurs matchs de qualité et bien rudes aussi, de belles performances, et également le fait qu'il ait remporté le titre de NXT à No Mercy, et qui est surtout le meilleur champion à mes yeux. Et pour terminer, Prince Nana. Non, Prince Nana, c'est vraiment un gars sûr, quoi. Non, mais Théma, ce pas de danse. Mais quel GOAT! Comment il ne peut pas être le catcheur de l'année? Bon, il y a aussi Swerve Strickland qui a bien évolué cette année et qui est bien parti pour être le grand méchant de AEW si tout se passe bien. Transition étant passée, on va terminer la vidéo avec le top 5. Numéro 5. Christian Cage. Arrivé à la AEW depuis début 2021, la huge star, le Captain Charisma, a fait son heel turn en été 2022, après avoir passé un bon moment à patauger. Du coup, il est revenu en début d'année et qu'est-ce que c'est fantastique! Son personnage de heel, old school, mais qui montre clairement qu'il est l'antagoniste du truc. Il a fait une rivalité contre Jungle Boy qu'il perd, mais ça n'empêche tout de même pas de ressortir et d'avoir un super programme en mid-card. Même si bon, le voir insulter des pairs tous les jours, à un moment j'en ai marre. Mais il reste un mec pertinent, une belle ordure comme on en connaît. Et il finit par être champion TNT dès le premier épisode de Collision. Et non, c'est pas Luchasaurus, à un moment faut suivre, même à AEW ils ont fait une erreur sur leur site, c'est Christian qui porte la ceinture, c'est pas Luchasaurus, hein. Le jour où il a fait, faudra me le dire dans les commentaires. Et il a fallu qu'il gagne un match triple menace pour qu'on officialise enfin le fait qu'il soit champion. Et en plus que ce dernier sauve enfin cette ceinture qui était in the mud depuis beaucoup trop longtemps. Il continue à être une véritable ordure. Il s'impose en tant que le père de AEW, j'ai l'impression. En plus d'avoir créé son clan, le patriarcat, comme quoi, avec le jeune Nick Wayne qui vient d'arriver. Et dans sa rivalité avec Edge, il réussit à enrôler la mère Wayne avec lui, donc pour dire qu'il est enfin le beau papa du petit. C'est clairement le meilleur élément de AEW actuellement, d'ailleurs le top heel, dans une AEW qui est en perte de vitesse depuis beaucoup trop longtemps. Et pourvu que ça continue pour l'année 2024 et qu'il termine sa rivalité avec Edge et poursuivre des programmes tout aussi palpitants. Numéro 4. Dominic Mysterio. Ah, Dominic Mysterio, quelle belle évolution quand même. Il est passé de petit enfant modèle de Rey Mysterio à membre de Judgment Day carrément insupportable. Surtout que pendant une bonne partie de l'année, il continue à faire chier son daron. Et qui mène à un match à WrestleMania où il a reçu la correction qu'il méritait enfin. Et là où certains penseraient que c'était un enterrement ou alors que Dominic s'est fait humilier, premièrement un peu quand même j'avoue, mais ça n'a pas empêché pour la suite de l'année de rester un heel pertinent, d'ailleurs le meilleur truc de Judgment Day avec sa mamie Rhea Ripley. Le mec c'est un méchant tellement détestable, cette petite frappe là qui compte sur ses coéquipiers pour garantir sa sécurité et qui se croit plus grand qu'il ne l'est vraiment juste parce qu'il a fait 2 heures de garde à vue. Et ce fut tellement le bazar dans son personnage que même devant le public, le public ne laisse pas parler. Voilà. Comme quoi c'est pas tout le monde qui arrive à avoir ce genre de réaction. En plus palmarès ça évolue bien parce qu'il a été champion nord-américain de NXT. 2 fois d'ailleurs, même si champion de NXT ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, Dominic, c'est vraiment une année où il s'est dévoilé et qu'il a montré qu'il était plus qu'un fils d'eux, qu'il n'avait plus besoin de son père pour se démarquer et à voir s'il réussit à détenir un titre en main roster pour l'année prochaine. Numéro 3. Sami Zayn. Il était mon catcheur de l'année 2022 et en 2023 c'est toujours aussi bien. Il a été le personnage principal de la première Tribal Court et entre sa rébellion contre Roman Reigns et donc menant à un beatdown sur lui, donc le fait qu'il soit viré de la Bloodline,
il a eu son programme contre Roman Reigns pour le titre universel à Elimination Chamber chez lui, où il était très très touchant, en plus de balancer les premières pierres au départ de Jey Uso en même temps. Le match fut très bien contre Reigns, et en plus sa route de WrestleMania n'est pas finie, car même si on n'a pas eu la Sami Mania comme beaucoup le voulaient, il a quand même eu un très beau moment en faisant le main event de WrestleMania, la première nuit, et remporter ainsi le championnat par équipe avec son meilleur ami Kevin Owens, en plus de faire l'histoire, de faire le deuxième main event par équipe, et ça c'est beau. Le règne n'était pas incroyable, mais il continuait à faire de bons matchs, que ça soit en solo ou en équipe. Il a servi de modérateur à un Kevin Owens qui pétait les plombs pour un oui ou pour un non, ça c'était aussi assez marrant. Maintenant, une fois que les titres par équipe ont été perdus, il est en route en solo. Maintenant qu'il y a le PIMS mondial, il est déterminé à montrer qu'il peut être champion du monde pour notre plus grand plaisir. Il revient en tant qu'ultime underdog tel qu'on le connaissait, prêt à franchir tous les obstacles. Et on espère tous qu'un jour il finira par avoir ce titre mondial et avoir ce beau moment tant attendu. Numéro 2. Jey Uso. Bon, je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit au début de la vidéo, Royal Rumble, Chamber, WrestleMania, tout ça, cinéma, on a compris. Maintenant, on va se concentrer sur le personnage de Jey Uso, qui montre clairement que c'est lui qui fut le protagoniste ultime de l'arc de la Bloodline. Donc clairement sans lui, il y avait clairement pas de Bloodline, il n'y a pas de chef tribal, il n'y a pas l'histoire et le cinéma tel qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, plusieurs personnes l'ont prévenu et l'ont encouragé à se rebeller contre Roman Reigns, ce qu'il a finalement fait. Tout ça pour arriver à un match assez décevant à SummerSlam, la trahison de son frère, on connaît la suite. Maintenant, une fois qu'il a quitté la Bloodline et qu'il a quitté SmackDown pour arriver à Raw, justement, c'est à ce moment-là qu'il fallait faire ses preuves en fait. Et le mec, il continue à être over malgré tout. Et clairement que la Bloodline l'a aidé au point de s'affranchir de l'image d'être juste un frère Uso, ou bien le cousin de Roman Reigns. Là on connaît Jey Uso tel qu'il est, toujours aussi cool, toujours aussi frais. Il a gagné les titres par équipe avec Cody Rhodes d'ailleurs en cette fin d'année, même si le règne a duré 6 jours, mais bon, c'était quand même bien. Là maintenant, il continue à avoir des programmes cool, et dont un avec McIntyre qu'il a eu, même si le programme était assez court, et avec le Judgment Day d'ailleurs. Et on sait qu'il va affronter Jimmy Uso à WrestleMania, tout ça. Mais bon, ce que j'attends surtout de Jey, c'est qu'il ait enfin ce palmarès en solo, validant tout le parcours qu'il a fait durant toute sa carrière. Le mec revient de loin quand même. Et pour moi, c'est lui qui doit détrôner Gunther et personne d'autre. À un moment, qu'est-ce qu'on attend ? Numéro 1. Petit-fils d'un plombier. Fils d'un homme ordinaire. Et père de la liberté. The American Nightmare. Cody Rhodes, encore appelé l'Amérique. Non, lui c'est le héros, le face, le top 1 clairement de l'année 2023. Même des années à venir, laissez-moi tranquille. Et j'entends qu'il y en ait certains qui soient lassés et qui en ont marre de Cody Rhodes. Mais le mec est tellement bon, à un moment, qu'est-ce qui vous arrive les gars ? Il revient de blessure au Royal Rumble, même si bon, sa position reste tout à fait discutable et il le gagne. Tout ça pour avoir une belle route à WrestleMania où il revient sur son histoire, sur les difficultés qu'il a eues au point de devoir construire une nouvelle fédération et revenir pour finir son histoire et devenir champion de WWE que son père n'a jamais gagné. Donc ça c'est un bel hommage. Avec les promos qu'il a eu face à Paul Heyman, face à Roman Reigns, malgré les pics qu'on lui envoie, il reste humble quand même. Et là on s'imagine que c'est lui qui va mettre fin à la dictature Reigns. Même si par la suite on a reçu une belle clim quand même et c'est Reigns qui conserve, on était tous dégoûtés. Mais le mec qui n'a en rien perdu son momentum, puisque le lendemain
il se fait agresser par Lesnar, il a une longue rivalité contre lui, où il réussit à remporter des matchs, il en perd, il y a plusieurs bagarres et plusieurs batailles qu'il perd. Tout ça pour remporter la bataille finale à SummerSlam et se faire valider par Lesnar qui estime qu'il est enfin prêt pour avoir sa revanche contre Roman Reigns. Pourtant il est à Raw et il est dans une branche séparée de Reigns, il n'est pas champion, il continue à faire des petits programmes et il reste tout à fait pertinent, il reste l'élément principal de Raw alors qu'il y a un champion mondial qui est présent quoi. Il devient en plus champion par équipe avec Jay, donc il a l'occasion de redéfier Reigns, mais il perd le titre rapidement, nouvelle désillusion, mais il continue quand même à rester quelqu'un d'inspirant. En plus c'est grâce à lui que Kevin Owens et Sami Zayn se sont rabibochés pour rappel. En plus d'être à l'origine du draft de Jey Uso à Raw. Si ça ne vous montre pas que c'est quelqu'un de bien, je sais pas ce qu'il vous faut. Et j'imagine très bien la Road to WrestleMania où il aura plus de difficultés maintenant à avoir sa revanche contre Roman Reigns parce qu'il y a le Rumble qui arrive. Là il faut qu'il le gagne parce que sinon ça risque d'être compliqué. En tout cas l'année 2024 ça risque d'être super pour Rhodes et je vois finir son histoire cette fois-ci. Donc là ça sera déjà beau et ça sera également une belle fin d'histoire pour Cody Rhodes qui aura enfin la preuve matérielle que c'est lui le nouveau top guy de la compagnie. C'est ainsi que s'arrête ce top 10 des catcheurs de l'année. Caractérisé par l'éclosion de plusieurs top babyface, comme vous avez pu le voir dans mon top 3. Et c'est ainsi que s'arrête l'année sur la chaîne Lunatic Enigma. Donc je vous invite à liker, commenter et partager. Et je vous souhaite du coup une bonne fête de fin d'année. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!